En Salå! mest älskade spelserien av alla. Voilà. Ce lancement le plus pourri, oh là là, on pète tout. Och om man nu ska göra en Il y a un mec qui parle en suédois derrière là. Voilà, c'est bon, je touche plus le micro, j'ai remis le micro à la bonne place, c'est bon. ju bara C'est bon, tout va bien, c'est bon. Salå! Hop, la lumière. La lumière is ok. Salo is ok. Bon, faites de la musique, vous arrêtez de parler là. Les Suédois là, je sais pas quoi. Ouais, voilà, bon, je vais mettre autre chose. Voilà. Bonjour à tous, bonjour Mémé qui vient dire bonjour. Bonjour, dis bonjour aux gens. Regarde, ils sont là. Salå! Hop. Bon. Ou viens sur l'épaule, oui, tu peux venir sur l'épaule, pas de problème. Tu peux descendre aussi, comme ça, ça je peux me servir mon café, tout ça. Comment allez-vous? Voilà, déjà, comment allez-vous? Je vais essayer d'être poli. Ah, il est bizarre l'éclairage. Hein. Ça doit être la faute à... Peut-être si j'éteins ça, ce sera moins jaune, non? Salå! Voilà. C'est la faute à la lumière du jour, là. C'est dégueulasse, ça. Pourquoi on fait ça? Pourquoi il y a ça? Je vais remercier les gens qu'on sub. Déjà, on va commencer par ça. Puis après, annonce... Enfin, annonce, non, il n'y a pas d'annonce, d'ailleurs. Rien de neuf sous le soleil. Alors, il y a 7 minutes. Merci à Nonot35, merci à Clioster qui dit bravo la gauche il y a 6 minutes. Merci à Same974, déjà 2 mois. Merci à Twisted Punk qui dit hello il y a 3 minutes. Lucas Délé89, merci à toi aussi. Merci Jean-Bac Jourdain il y a 2 minutes pour son premier abonnement. Merci à Lab92 pour le Prime. Merci Shotzicat il y a 1 minute. Merci Kinbald. 10e mois, non, a pris un abonnement pour une durée de 12 mois, je ne comprends pas. Ça doit être possible. Merci Dan Klaff, faites taire les Suédois, c'est bon, j'ai fait taire les Suédois. Merci Lupterem, 7 minutes ici. Merci à Cubin71. Merci MacDougall pour ton abonnement. Merci Caribou77. Merci le Nougat. Merci aussi à Kuldar Hydrad, qui dit juste quand je finis de rattraper la dernière revue de presse, la nouvelle commence. Bah oui, elle est plus à jour, hein, du coup. Merci Amelfik aussi, et salut Usul, salut le chat nous dit aussi. Haruto Noyami, merci à toi aussi. Je pense que j'ai rattrapé. Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Revue de presse, qu'est-ce que j'avais à vous raconter? Pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose, on va vous raconter plus. Merci Jeanne Anotte. Non, après il y a des nouveaux trucs, mais c'est des trucs que je peux pas encore vous dire, donc pour l'instant on va rien dire, voilà. Merci Losange Gros Chiffre 451. Quoi? Déjà, 2e mois d'abonnement. France TV sur Twitch, je sais pas, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé, donc j'ai pas d'avis. C'était peut-être très bien, c'était peut-être pas terrible, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. C'était sympa, ouais, c'était sympa. Balance ton poste, pareil, j'ai pas regardé Balance ton poste, je l'ai pas mis au programme d'aujourd'hui. Ouais, les faves sur C8, ouais, bah je sais bien. Alors Plantu, on va en parler, on va parler de Plantu et de Xavier Gors, on va parler liberté de la presse, Esprit Charlie, tout ça, vous en faites pas. Salut à tous. Le dessinateur du monde avec son dessin pas cool. Oui, on a plusieurs sources pour prendre le problème un petit peu différemment. Fais-nous un dessin. Merci donc Bakir. Coucou Mémé le chat, bonjour Zèbre Noir. J'aurai jamais le lien du Discord, tant pis. Bah je sais pas, y a pas des gens qui peuvent lui mettre le lien du Discord? Casser des culs veut le lien du Discord. Gors, revue de presse du coup. Tu as parlé de l'affaire de ce matin à la mairie de Paris. Il y a eu une affaire de ce matin à la mairie de Paris. Ah, j'aurais raté des trucs. Alors ce matin, moi j'étais en tournage au LG. Donc je sais pas. C'est toujours cool d'avoir une respiration de gauche dans l'atmosphère actuelle. Je sais pas s'il faut que cette chaîne reste de gauche. Je pense que il vaut mieux pour que ce soit plus accueillant. J'ai vu des mecs de droite là un petit peu dans le chat dire des trucs. Je pense que pour que ce soit plus accueillant, il faudrait que moi je sois un petit peu plus tolérant et que j'arrête de marquer comme ça mes opinions politiques
Après tout, elles valent pas mieux que d'autres, hein, tout se vaut finalement. Et est-ce que c'est bien mon rôle, moi, en tant que humble, je sais pas, chroniqueur, qui fait des petites revues de presse, est-ce que vraiment c'est mon boulot de donner mon avis sur tout et n'importe quoi, je sais pas. Non, je pense que, voilà, comme Acropolis, voilà, je vais donner moins mon avis. Aujourd'hui, je vais essayer de rester apolitique, apparemment. Ouais. Ton son est un peu moins bon que d'habitude. Ah. Alors attends, qu'est-ce qui se passe? Ah. C'est le micro, il était tourné dans l'autre sens. Ah bah voilà. C'est bon, attendez, hop. Voilà, c'est bon. C'est tourné dans le bon sens. Bah oui, vous avez bien fait de me le dire. Sinon, j'aurais eu l'air bête. Donc moi, bon voilà, génération identitaire chez Hanouna, j'ai pas regardé. Mais je pense que c'est important que tout le monde puisse... Non, si on est neutre, on a le droit d'être quand même centriste et trouver quand même que l'extrême droite c'est pas terrible. On a le droit à ça. Bon, je vais essayer d'être neutre, mais de quand même dire que l'extrême droite c'est pas terrible, je pense que j'ai le droit. Jean Castex. Acropolis, il a taclé JLM hier, il paraît que c'est une girouette. Qui, JLM, c'est une girouette? Qu'est-ce que tu fais, Mémé? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, tu te calmes, ouais. Ça marche que pour l'extrême gauche, ça. Non, je pense que... Ici, c'est la droite. Hein. Appeler les nazis des nazis, c'est de l'extrémisme. Il paraît. Donc je vais essayer d'être neutre au moins aujourd'hui. Pour cette revue de presse, je vais vous laisser vous faire une idée. Je sais de pas vous imposer mon avis. D'ailleurs, en ai-je un d'avis? Ça se trouve non. Ça se trouve je me force depuis tout ce temps. Et je pense qu'il est temps d'ouvrir un nouveau public. Et qu'on puisse dialoguer tous ensemble, après tout. Voilà. Hein, tous les points de vue sont intéressants. Faut pas être fermé, être sectaire d'esprit, fermé. Pas bien ça. Pas bien. Bon, on commence ou pas? Alors, le programme. Oui, voilà, les extrêmes, ils exagèrent. Exactement. Alors, le programme. Tac. On a un article qui me paraissait assez emblématique. En fait, on l'utilise dans le OLG. J'avais envie de le lire en entier, mais vous n'êtes pas obligé, hein, vraiment. D'autant plus que là, je pense être là jusqu'à 17h30 max, parce que ça suffit les conneries. Présidentielle 2022, la machine Hidalgo se met en route. La maire de Paris prépare des déplacements dans toute la France et structure son équipe. Elle ne se déclarera pas officiellement avant septembre. Ah oui, carrément, d'accord, ok. Bon, pour en savoir plus sur la candidature Anne Hidalgo, moi je n'ai pas d'avis évidemment, Anne Hidalgo, pourquoi pas. Après tout, c'est une figure majeure de la gauche en France, elle est maire de Paris depuis un certain temps, et puis d'ailleurs, donc son deuxième mandat, on a vu un autre maire de Paris, jadis, finir par réussir à devenir président à la fin. Donc on pourrait lire en toute neutralité ce que pense son entourage, quels sont ses plans, comment la machine Hidalgo se met en route, petite métaphore mécanique là, donc peut-être que c'est un robot, on ne sait pas, on ne sait rien. Salaud. Merci MyStatch, Usul candidat, je vote. Ah moi je peux pas être candidat, moi j'ai pas d'idée, j'ai pas d'avis, j'ai même pas d'opinion. Donc on va pas pouvoir faire ça. Ensuite, à Lyon, les étudiants fantômes s'inquiètent d'un retour à la fac à l'arrache. C'est un reportage qui a été publié hier sur le site sur Libé, dans Libé, et Maïté Darnaud, correspondante à Lyon, est allée entendre ce que disaient les étudiants, alors même que Emmanuel Macron était en train de proposer des solutions comme un chèque pour aller voir le psy ou des repas au Crous à 1 €. Peut-être qu'ils en demandent trop, les étudiants. Peut-être que c'est excessif que de continuer à demander comme ça des choses, alors même qu'on voit bien que le président est finalement à l'écoute. Merci Super Babar, merci Impli aussi pour ton 4e mois consécutif. On m'a dit que la candidature de JLM montrait son envie de pouvoir.
Mais voir Hidalgo, oh, j'y vais. Jouer au j'y vais pas, c'est bien pire. Donc voilà, je ne sais pas, moi je n'arbitrerai pas en tout cas entre Emmanuel Macron et ses étudiants qui vraiment, je sais pas ce qu'il leur faut. On leur a même promis du présentiel en cours. Mais attendez, c'est quand même le rêve ça. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils disaient alors même qu'ils étaient en train de défiler dans les rues hier à Lyon? Bah vous le saurez si vous votez pour l'article sur les étudiants fantômes qui s'inquiètent d'un retour à la fac à l'arrache. Ils parlent pas bien, hein, ces étudiants, ils savent pas parler correctement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, Jérôme Fenoglio, une interview dans Le Temps, un journal suisse. Alors je sais plus, il est directeur de la rédaction lui ou il est... En tout cas, c'est le chef du Monde. Entre Le Monde et le dessinateur de presse Xavier Gors, le divorce est consommé. Les excuses présentées par le quotidien pour un dessin sur l'inceste jugé inapproprié ont entraîné la démission de son auteur. Au pays de Charlie Hebdo, est-il encore possible de tout dire et de tout dessiner? La question se pose. La question se pose. Que vaut la liberté si elle n'est pas pour tous? Et surtout dans la presse de pouvoir dire tout ce qu'on veut parce qu'on est dans la presse. Puis parce que Charlie, merde. Hein, au pays de Charlie Hebdo, c'est marqué, parce que c'est un journal suisse, du coup il précise, nous c'est le pays de Charlie Hebdo, ici c'est la liberté, ici c'est la caricature. Est-ce qu'on peut se permettre de censurer odieusement un dessin ou même un auteur, ou même de le critiquer en fait, parce que c'est vrai que le dessin n'a pas été censuré, l'auteur n'a pas été viré, mais il a été critiqué vertement. Est-ce que c'est pas un peu les limites, ça? Est-ce qu'on commence pas à s'atteindre vraiment à la liberté d'expression quand on critique, déjà? Est-ce que c'est pas le premier pas vers la dictature totalitaire? Bon, c'est une question qu'on va se poser avec Jérôme Fenoglio, qui va nous raconter comment ça s'est passé avec Xavier Gors, pourquoi il est parti, voilà. Une interview de Jérôme Fenoglio du Monde. Avec sur l'histoire, donc Xavier Gors, hein, vous savez, ce dessinateur impertinent qui faisait des dessins avec des petits pingouins, toujours très 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 spirituels, et qui du coup, voilà, poussait peut-être tester un petit peu les limites de ce qu'on pouvait dire et ce qu'on ne pouvait pas dire, mais en même temps, n'est-ce pas pour notre bien à tous, qui a envie de vivre dans 1984 de George Orwell? Poser la question, c'est déjà un peu y répondre. Et Plantu, dans la foulée, Plantu a annoncé sa retraite et il a assuré que ça n'avait rien à voir avec Xavier Gors. Alors je sais pas si vous reconnaissez l'auteur de cet article, nous l'avions en interview lundi soir, et du coup, on va lire son article qu'il a fait sur le Plantu qui se barre, voilà, petit article. Donc je vais vous proposer vous aurez le choix entre Plantu, dessinateur iconique du Monde, bien entendu. Sardoche vient de m'envoyer un SMS, il trouve ton live très cool aujourd'hui. Bah oui. On va explorer un petit peu ces questions. C'est vrai que je crois que c'est le New York Times qui a décidé de ne plus publier de caricatures, pardon, qui a décidé de ne plus publier de caricatures parce qu'on peut plus rien dire. Et donc du coup ils se ah bon on peut plus rien dire et bah du coup on fera plus de caricatures. Est-ce que ça va être pareil chez nous, au pays de Charlie? J'espère que qu'on va pas se passer comme ça, hein? Ça veut rien dire ça. Allez, on va faire le sondage tout de suite. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'on parle de Plantu, qu'on parle de Gors, qu'on parle des étudiants qui sont toujours à réclamer des trucs, ou qu'on parle de Anne Hidalgo, une candidature enfin crédible à gauche. Voilà. Tout ça, c'est à cause des intersectionnels des coloniaux. Merci Tony R. Hart pour ton abonnement Prime. Moi, je fais le sondage pendant ce temps. Jean Castex. Voilà, sondage. On commence par quoi? Toujours la même question. On commence par quoi? Alors, Hidalgo. Plantu. Xavier Gors. Ou les étudiants qui font chier là. Les étudiants en font-ils trop? Il fait même des titres. Même des titres réac. Les étudiants, voilà. Les étudiants fantômes, c'était ça le titre de l'article de Libé. Voilà. Vous avez 1 minute pour voter et déterminer. Je vous ai dit qu'on arrêterait de toute façon à 17h30. Même avant 17h30.
Et parce que couvre-feu à 18h, tout ça. Donc voilà, hop, 1 minute, vous avez 1 minute. Oh, c'est pas très... voilà. Salaud. Salaud. Plantu, c'est comme en vrai, il a bidé là. Il a bidé de ouf, le pauvre. Attends, mémé, reste pas là. Salaud. T'es gentil. Attends, faut que je remercie les gens qu'on sub entre temps, mémé. Donc tu vois bien que tu me gênes. Qu'est-ce que... Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait de mes fenêtres là? Tac. Ah oui, j'ai pas mis au bon endroit, voilà. Hop. Mémé, tu restes de ce côté-là à ce moment-là, ok? Ok, voilà, on peut revenir là. Ah oui, j'avais mis de côté Frédéric Vidal chez Jean-Jacques Bourdin, mais on n'aura pas le temps. Ah, c'est ballot, mais vraiment on n'aura pas le temps. C'est pour ça, il y a quand même un autre article sur les étudiants, et vous avez plutôt voté pour, hein. Vous avez plutôt voté pour ça, donc on commence par Xavier Gors. Donc interview dans Le Temps, journal suisse, de Jérôme Fenoglio, du Monde. Xavier Gors, pour connaître un petit peu les détails du truc. Ensuite, les étudiants. Ça te va, les étudiants? Et ensuite Hidalgo 19% seulement et Plantu, mais alors tout le monde s'en branle. C'est pas grave. Plantu, c'est pas le pire des dessinateurs de presse. Il y en a tellement des nullards qui sont juste dans les journaux moins diffusés. Oui, bah oui. Oui, mais c'est peut-être pour ça qu'on est exigeant, c'est parce que c'est le quotidien de référence aussi. Voilà. Bon, bah voilà. Hein. Donc on commence par Xavier Gors. Et ensuite on va s'intéresser aux étudiants lyonnais. Allez, on commence vite parce que, mine de rien, il est déjà 15h. Et mémé, tu m'emmerdes. Voilà. Il est déjà 15h. Donc, vous connaissez Xavier Gors, hein, ses dessins, vous les avez forcément vus quelque part. Regardez, je vais taper ça dans Google, mes couilles, là, Google Images, voilà. Regardez, vous connaissez forcément ça, là, les petits dessins. Alors, on va regarder quelques dessins au pif ensemble, hein, parce que... Xavier Gors a un humour très très mordant, mais on dit beaucoup qu'il s'est attaqué aux minorités, qu'il ne s'attaque qu'aux minorités, ça n'est pas vrai. Il s'en est aussi pris aux gilets jaunes, pointant du doigt le populisme, la démagogie et puis la bêtise d'un peuple dont on peut se dire a priori qu'il n'a pas beaucoup de compétences pour s'exprimer sur des sujets aussi complexes que la taxe carbone ou des choses comme ça, et qui en plus ne sait même pas faire des manifs respectueuses sans sombrer dans la violence, sans sombrer dans l'excès, voilà. Regardez, voilà ce dessin. C'est pratique, cette auto-signalisation des troupeaux d'abrutis. Ah, astucieux, hein. C'est rigolo. L'idée, c'est de dire que, voilà, les gilets jaunes, c'est des cons, quoi. Bon, je suis conscient que ça peut choquer une certaine bien-pensance, pour laquelle le peuple aurait toujours raison, ou je ne sais pas quoi, mais enfin, reprenez-vous, quoi. Vous savez bien que c'est pas vrai. Merci Citroum, merci Jojo le Tigre, et merci Captain Escobar. Bonjour depuis le Brésil, et vive l'islamo-bolchevisme. Ah oui, tout de même. Ensuite, reprenons un autre dessin, toujours au hasard. C'est celui pour lequel la bien-pensance a voulu lui clouer le bec. Si j'ai été abusé par le demi-frère adoptif de la compagne de mon père transgenre devenu ma mère, est-ce un inceste ? Astucieux parce que, voilà, on fait tout un foin sur l'inceste, comme quoi ce serait très grave. Bah non, ça montre bien qu'on peut aussi rire même des choses considérées comme très graves, d'autant plus que, on nous en fait des caisses sur... alors maintenant, la famille, ça veut plus rien dire, un homme, une femme, ça veut plus rien dire. Alors du coup, merci Lazaretou. Du coup, si on se fait violer, mais dans sa famille, par quelqu'un dont on sait plus trop si c'est un homme ou une femme, etc., est-ce que c'est encore un inceste ?
C'est ça, là c'est astucieux, voilà, je pense que ceux qui n'ont pas voulu comprendre ça, c'est de la mauvaise foi. Merci Greg Lenko, c'est-à-dire de mettre dos à dos les deux hypocrisies qu'il y a dans le mouvement dit progressiste, woke, je sais pas quoi, à la fois de vouloir dénoncer à tout va, aujourd'hui c'est l'inceste, demain sera quoi, la zoophilie, je sais pas quoi, et des trucs qui étaient, voilà, qui étaient traditionnels, qui étaient permis, qui étaient admis en tout cas, ou en tout cas qui étaient au moins passés sous silence, respectueusement, voilà, c'est peut-être pas des trucs à mettre sur le devant de la scène. Bon, bah la wokerie veut qu'on parle de ça tout le temps maintenant, mais vous voyez que ça rentre en contradiction avec toutes ces idéologies LGBT qui nous viennent des facs américaines, les transgenres, les choses comme ça, voilà. Bon. C'était astucieux, mais bon, après, on peut critiquer aussi, hein, moi je n'ai pas de point de vue. Vous avez votre passeport sanitaire d'humour. C'est drôle, enfin c'est désopilant. C'est pas pour dire que l'humour doit rester sain selon certains, alors que l'humour noir, l'humour mauvais esprit, voilà. Je suis désolé, y a pas, normalement, il devrait pas y avoir de passeport sanitaire d'humour. On devrait pouvoir tout dire. Voilà. Qui distribuerait des passeports d'humour? Personne distribue des passeports d'humour. Tout est libre, on doit pouvoir tout dire. Ensuite, vous êtes journaliste? Oui, j'ai la facture de ma GoPro. Ah oui, ça c'est pour se moquer, bah vous savez, tous ces faux journalistes là, qui sont là à couvrir les manifs, à filmer exprès les flics. Ils filment exprès les flics, même pour les pousser à la faute, pour ensuite venir crier aux violences policières, quand il n'y a pas grand chose en vrai, et que des fois par exemple c'est eux qui vont les insulter, ou je sais pas quoi, ces journalistes, soi-disant journalistes, parce qu'aujourd'hui... Alors on file des cartes de presse à n'importe qui, on a vu que Tahabouaf maintenant avait une carte de presse, oh bah tiens, et pourquoi pas Gaspard Glantz tant qu'on y est. Donc des mecs qui arrivent avec des GoPros sur le casque, c'est ça être journaliste aujourd'hui, maintenant, bah bravo, bah tout fout le camp. C'est bien de le dénoncer, ça, un petit peu. Il faut le dénoncer parce que journaliste c'est un métier, ça s'apprend, c'est pas on va... Ça moi j'appelle ça des agitateurs. J'appelle ça des extrémistes même. C'est soi-disant journalistes qui vont... voilà. Ensuite... ah non, ça c'est le même. Alors, terroriste, c'est vite dit. C'est surtout un jeune qui à un moment a perdu la tête. Voilà, regardez, il a des lunettes, c'est un pingouin à lunettes, donc on comprend très vite, il a des dossiers sous le bras ou je sais pas quoi, que c'est un intello, et que c'est pour se moquer de la culture de l'excuse, qui est déployée par certains gauchistes ou je ne sais quoi. Terroriste, c'est vite dit, c'est voilà, chercher des excuses aux terroristes et même relativiser le terrorisme. Voilà, c'est des jeunes qui sont un peu perdus, c'est des trucs qu'on entend, mais c'est nauséabond de dire ça. Bon bah heureusement que Xavier Gors le pointe du doigt, parce que ses discours sont quasiment hégémoniques. Je veux dire, il y en a partout. D'excuser les terroristes, je veux dire, on entend ça à toutes les heures, sur toutes les antennes, ça suffit, cette pensée unique, cette bien-pensance. Heureusement qu'il y a des gens comme Xavier Gors qui dénoncent. J'ai voulu casser du flic, je me suis pété les doigts. Ces violences policières sont scandaleuses. Vous voyez, voilà. Dénoncer l'hypocrisie de ceux qui crient aux violences policières, un peu la même idée, bon c'est vrai, mais voilà. C'est facile de s'indigner, alors faudrait s'indigner tous les jours... Violence policière, faut voir sur qui elle s'exerce. Est-ce qu'on connaît le casier de tout le monde? Est-ce qu'on sait qui a dit quoi? Parfois, il y a beaucoup d'images, vous savez, de violences policières qui passent, et on sait pas ce qu'il y a eu avant, on sait pas ce qu'il y a eu après, on sait pas si l'autre il a pas un peu cherché. Voilà. Alors en plus, on le voit là, vous voyez, le premier pingouin qui dit « j'ai voulu casser du flic ». Donc ça se trouve, c'était quelqu'un de l'ultra-gauche qui était venu vraiment en découdre, mais ça, les médias n'en parleront pas. Bon, je pense qu'on est au fait, je pense que tout le monde comprend un petit peu les ressorts de cet humour mordant qui dérange, hein, qui gêne, clairement, ça c'est... Alors attends, c'est quoi ça? C'est simple, si t'es pas racisé, tu es raciste. Ah oui, bah ça encore, c'est la wokerie, ça, c'est le voilà... ceux qui dénoncent le racisme avec des nouveaux mots racisés, je sais pas quoi, finalement s'arroge le droit de traiter tous les blancs de racistes, hein, ça on l'a vu. S'il y a un racisme systémique ou je sais pas quoi, ça veut dire que tout le monde, tous les blancs sont racistes. Donc finalement ils nous proposent quoi comme alternative? Et vous voulez faire une France avec ça? Ils veulent nous raciser ou raciste en fait, t'as pas le choix. Tu peux pas juste être comme Xavier Gors l'est certainement, un blanc mais pas raciste. Alors pour ces militants-là, ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc c'est savoureux de les dépeindre comme ça. Si t'es pas racisé, t'es raciste, quoi.
Voilà. Bon. Alors, pour en savoir plus sur comment ça s'est passé, on va écouter une interview du coup, enfin on va lire ensemble une interview de Jérôme Fenoglio, donc de la rédaction du Monde. On va couper la musique. J'espère que vous avez bien rigolé sur les dessins de Xavier Gors parce que c'est vraiment mordant, c'est vraiment... je comprends que ça puisse choquer, mais en même temps l'humour c'est peut-être là à un moment pour choquer et pas juste pour se moquer toujours des mêmes, l'ordre moral. Ah oui, alors c'est quoi cette injonction de se moquer des puissants? Parce que vous croyez que les dominés, les faibles, les soi-disant dominés, ils ont toujours raison? Vous croyez que c'est parce qu'on est dominé qu'on a toujours raison? Bah pas forcément, des fois, il y a des gens, ils sont au pouvoir, et puis ils ont raison aussi, hein. Voilà, bon. J'espère que je vous ai convaincu. Donc, oui aux explications franches. Le directeur du Monde, partenaire et actionnaire minoritaire du Temps, ça c'est pour des questions de conflit d'intérêts, il faut le dire, Jérôme Fenoglio, donc directeur du Monde, Jérôme Fenoglio a tout de suite accepté de répondre à nos questions après la démission du dessinateur Xavier Gors, compagnon des matinales du quotidien français. Peut-on assimiler les excuses du Monde après la publication d'un dessin sur l'inceste à la décision récente du New York Times de ne plus accueillir de dessinateurs dans ses pages opinion ? Assiste-t-on dans la France de Charlie Hebdo et de la publication des caricatures de Mahomet à une inquiétante montée du politiquement correct ? J'ai envie de dire, poser la question, c'est déjà y répondre. Et quid du départ du prochain Plantu ? Et quid du départ prochain de Plantu, le principal dessinateur du quotidien ? Entretien. Alors, je sens que les questions, au moins, on va pas partir justement dans de la wokerie gauchiste, je sais pas quoi. On ose dire les choses, on ose invoquer Charlie. On pense trop peu à invoquer Charlie quand il s'agit de défendre un point de vue qui a pas grand chose à voir, mais si ça a à voir pour le moment. On parle quand même de caricature, quoi. Et est-ce que se faire critiquer, c'est pas pareil que de subir une attaque directement armée dans les locaux ? Est-ce que c'est pas un petit peu la même chose ? Le parallèle mérite d'être posé, en tout cas, je pense. Xavier Gors, dessinateur de presse dont les pingouins accompagnaient depuis plusieurs années les lecteurs du Monde, vient de démissionner brutalement suite à vos excuses présentées pour un de ses dessins sur l'inceste publié mardi 19 janvier. Le Monde a osé publier des excuses. C'est-à-dire, il publie le truc et ensuite, devant la bien-pensance, il s'écrase. Pourquoi s'être ainsi excusé ? Hein ? La liberté de vos dessinateurs vous pose problème ? Oh là là, ça il pose les choses, il dit les choses, l'intervieweur. Ça y va pas par quatre chemins, et ça fait du bien dans ce paysage aseptisé de bien-pensance. Voilà. Jérôme Fenoglio répond « Il n'est pas question de censure. Le Monde va continuer de publier des dessins de presse et de défendre ce genre éditorial. Le dessin de Xavier Gors, d'ailleurs, reste en ligne, et nous n'avons pas mis fin à sa collaboration, il a choisi de partir. La réalité est que la publication du dessin en question, portant sur la notion d'inceste, était pour le moins incompréhensible et malencontreuse. Ah, incompréhensible, c'est incompréhensible. Nous, on a très bien compris, On a regardé le dessin, on a très très bien compris. Voilà, se moquer de l'hypocrisie, machin. Moi, j'ai trouvé ça très fin. Nous n'avons jamais dans l'histoire du monde, puis malencontreuse parce que ça vous met mal par rapport aux critères de moraux, de quelques croisés de la vertu. Merci Ctrl Z 3000. Quelques croisés de la vertu qui voudraient qu'on ne puisse plus même faire le moindre trait d'esprit, parce qu'en fait c'est ça qu'est reproché à Xavier Gors, c'est d'avoir de l'esprit et du recul. Bref, bon, on continue, Jérôme Fenoglio qui dit que c'était incompréhensible et malencontreux, si tu veux. Alors là, on sent qu'il est tombé dans le côté bobo de la force, on le sent, Jérôme Fenoglio. Nous n'avons jamais, dans l'histoire du monde, donné de place à la provocation gratuite. Les dessins que nous publions peuvent bousculer, déranger, manier le second degré. Ils cherchent à susciter le sourire et la réflexion, mais ils n'ont pas pour but de choquer nos lecteurs. Ah bah ça, on voit bien que vous voulez pas choquer vos lecteurs. C'est très courageux. Or, en l'espèce, celui-ci a heurté en pleine montée de témoignages sur l'inceste. Qu'avons-nous donc fait ? Nous avons présenté nos excuses à nos lecteurs. Nous avons reconnu nos torts, qui sont uniquement ceux d'avoir publié un dessin qui n'aurait pas dû l'être. Ah ouais, bah oui. Alors si maintenant les rédactions se réservent le droit de choisir ce qui est publié dans leur feuille, bon d'accord, ça ils ont le droit, mais selon l'actualité du moment, les critères... Est-ce que les dessins d'actualité doivent dépendre de l'actualité du moment ? Oui, si, d'accord, ok, ça d'accord, mais de la bien-pensance. Ah, la bien-pensance.
Voilà, parce que le problème, c'est que ça change tout le temps. Les critères moraux, ça change tout le temps. Vous écoutez ces gauchistes, dans les années 70-80, ça publiait des tribunes où la pédophilie c'était normal, etc. Et puis aujourd'hui, ils ont changé d'avis. Et nous, faudrait qu'on soit la girouette et calquer tout notre sens moral sur eux. C'est ça? Les décideurs, là. Mais on voit bien, on voit bien. Au lendemain de cette affaire, votre dessinateur historique, Plantu, vient d'annoncer son départ prochain. Les deux sont liés ? Le départ à la retraite de Plantu au 31 mars prochain est prévu de longue date. Nous l'avons préparé avec lui de manière à ce qu'il puisse passer le relais au dessinateur du collectif qu'il a fondé, Cartooning for Peace. Ce sera un symbole fort de notre engagement de long terme en faveur du dessin de presse. Il y en aura donc toujours à la une du journal, à la différence de la plupart des journaux français où ce mode d'expression a quasiment disparu. Bah oui, la faute à qui ? La faute à qui ? Cela nous permettra de mettre en avant des talents du monde entier, et surtout des dessinatrices qui sont encore trop peu nombreuses dans cette profession. Ben tiens, allez, et puis des quotas maintenant. Des quotas. Moi j'ai qu'un critère, moi, si vous voulez. Moi je vois pas... Moi, dessinateur, dessinatrice, je m'en fous. Moi ce qui compte c'est le talent. Mais alors pas au monde apparemment. Au monde, ce qui compte c'est de ne choquer personne, de mettre des femmes, etc. Ok, on va mettre des quotas, puis maintenant va falloir qu'il y ait des dessinateurs handicapés, des dessinateurs, je sais pas, hélicoptères de combat, c'est ça ? Donc revenons au dessin de Xavier Gors. Il bouscule en effet... Ah oui, il bouscule, voilà, il bouscule. Il met en scène un jeune pingouin qui s'interroge. Si j'ai été abusé par le demi-frère adoptif de la compagne de mon père transgenre devenu ma mère, est-ce un inceste ? Franchement, mais c'est trop drôle, quoi. Ça valait le coup de le reciter en entier dans la question. C'est vraiment désopilant. Est-ce que c'est aller trop loin ? Alors, il répond. On va voir où sont les limites du monde et en quoi on peut aller trop loin. On va voir. Nous sommes dans un moment de prise de parole généralisée sur ce terrible sujet qu'est l'inceste. Ouais. Des paroles douloureuses pour les victimes et leurs proches ont émergé ces derniers jours. Oui, de toute façon, dès qu'il s'agit de faire parler de soi avec un hashtag sur internet, ça, il y a du monde, ça. Or, la tentative d'ironie du dessin de Xavier Gors nous est apparue très ambiguë. Je l'ai appelé pour lui en parler avant que nous décidions de publier notre mot d'excuse, sans bien pouvoir comprendre ce qu'il souhaitait en dire. Ah, genre, vous avez pas compris ce qu'il souhaitait en dire. C'est lui qui est pas clair, en fait. Pour moi, c'est vous qui êtes très clair, là. Est-ce une critique du fait que les familles recomposées compliquent la notion d'inceste, alors que tout le monde a maintenant bien compris que ce crime repose sur la notion d'abus d'autorité au sein de la famille? Et quid du rapprochement très malencontreux entre l'inceste et la question des parents transgenres? Ah, mais ne comprend que qui veut comprendre, hein. On est d'accord. J'espère que c'est mieux quand je suis neutre. Parce que c'est vrai que la bien-pensance et tout, machin, je comprends que ça puisse faire partir des gens, voilà, quand je fais des revues de presse. Mais je préfère quand c'est neutre, j'espère avoir plus large comme public, quoi. Le fait qu'une femme devienne un homme ou qu'un homme devienne une femme n'a aucun rapport, si ce n'est d'essayer de créer un effet comique supplémentaire vraiment malvenu. Bah moi ça me fait rire, voilà, moi ça me fait rire. Alors évidemment l'humour c'est subjectif, mais je me demande si des mecs comme Fenoglio le bobo, en fait ça le fait pas rire, mais il a pas le droit de le dire. Il a pas le droit de le dire parce que sinon il va se faire tomber dessus par les chevaliers de la justice sociale, là je sais pas quoi. Faut-il vraiment considérer que la transidentité est un sujet voué à susciter éternellement la rigolade ? Ah, parce qu'il faudrait considérer qu'on n'a plus le droit d'en rigoler. Et c'est écrit où ? Qui décide ça ? Bref, ce dessin aurait dû faire l'objet d'une discussion avec son auteur avant publication, comme c'est l'usage avec les autres dessinateurs. Ça n'a pas été le cas, c'est notre responsabilité éditoriale, d'où nos excuses. Et en fait, il s'excuse de leur donner de la liberté. On en est là. Désolé, on a donné de la liberté, on le refera plus. Bah non, parce que en fait, maintenant, faut que tout soit cadré. Faut que tout soit dans les repères les repères moraux d'une certaine gauche parisienne. Soutien pour ton travail, merci pour les épisodes d'OLG de qualité, et aussi pour cet été éternel de culture et d'apprentissage sur Twitch. Merci Dirly Briscoe. Une collab avec l'allemand est prévue ? Non, bah voilà. C'est gênant. Ah bah oui, la bien-pensance, évidemment. Toujours.
Notre responsabilité éditoriale, vous voulez dire quoi? Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire par notre responsabilité éditoriale? Un dessin de presse a une dimension artistique. Il s'agit souvent d'une caricature. Vous voyez, heureusement, le journaliste suisse du Temps vole au secours de Xavier Gors. Il ne s'agit pas d'un article, il n'a pas pour but d'être factuellement juste. Vous ne mélangez pas les genres. Ça, c'est quand ça les arrange. Un dessin n'a pas forcément besoin du même niveau de relecture qu'un article. Mais il est normal qu'au moins 2 regards puissent être croisés sur ce type de format, ne serait-ce que pour vérifier qu'il est bien compréhensible. Ah bah, ils osent publier Plantu, tiens. C'est ce qui a manqué dans le cas du dessin de Xavier Gors, qui a été validé de nuit avant une publication au petit matin dans notre newsletter. Merci. Orolol, je me dis qu'en continuant à sub, on aura peut-être un jour une interview de Lordon Sensei. Non, Lordon Sensei, il accepte pas de trucs à distance. Comment on dit, en distanciel, là, les trucs par écran interposé, il aime pas ça. Qui a été validé de nuit, donc voilà, bon, ça a été validé à l'arrache. Je lui ai indiqué après ce problème qu'un circuit de relecture durant la journée serait plus protecteur pour lui, comme pour nous tous, exactement comme pour les autres dessinateurs, c'est ce qu'il n'a pas accepté. Voilà, on veut pas de la liberté, évidemment, on veut pas de la liberté dans ce pays. Donc en fait, Xavier Gors, c'était le seul qui avait demandé à pas avoir son circuit de relecture diurne, et on lui avait accordé jusque-là, mais ça y est, c'est fini. L'étau se resserre autour des esprits libres. C'est fini, il n'aura plus ce régime d'exception, et c'est pour ça qu'il est parti, il a bien fait de claquer la porte. Ces consignes valent pour tous vos dessinateurs, y compris Jean Plantu? Demande le... C'est-à-dire Plantu aussi, lui aussi, on vérifie ses dessins? Il est pas libre non plus, Plantu? C'est ça qui pose comme question. C'est-à-dire que Plantu aussi, vous le contrôlez comme si c'était un gamin qui était pas capable qui risquait de faire une bêtise, de choquer? Plantu nous propose chaque matin plusieurs dessins. Alors déjà, il y a là une possibilité de choisir, de réfléchir à celui qui résonne le mieux avec l'actualité du jour. On peut discuter avec l'auteur d'un détail, éviter une incompréhension potentielle. Merci. Paul Alain, merci Paul Alain pour ton 2e mois. Donc voilà, Plantu est plus contrôlé. Le geste artistique n'exclut pas le débat et la discussion, on doit pouvoir discuter de la qualité d'un dessin comme de celle d'un article. Ah bah oui, mais tiens, très bonne question. Mais qui juge de la qualité en question, hein? Avouez que l'argument peut être dévoyé par le politiquement correct qui submerge les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est Voilà, là on dit les choses. Ou par la peur de s'en prendre à certains sujets. On pense à la décision du New York Times d'en finir avec ses dessinateurs de presse après la publication d'un dessin jugé antisémite. Cette accusation de politiquement correct nourrit un faux procès. Nos tribunes sont les plus variées de la presse française, nous venons au contraire de faire très exactement l'inverse de ce que le New York Times avait fait à l'époque, et qui ne m'avait pas du tout convaincu. Eux avaient décidé de mettre fin à la publication de tous les dessins, au lieu de reconnaître leur responsabilité pour l'un d'entre eux. De notre côté, nous reconnaissons nos torts tout en réaffirmant notre engagement en faveur du dessin de presse. Nous ne rayons pas d'un trait de plume ce genre très particulier, et nous continuerons de faire confiance au sens du second degré des dessinateurs et de nos lecteurs. Oui, ils vont continuer à se plier à l'injonction de moralisme des réseaux sociaux, surtout. Voilà, donc quant aux réseaux sociaux, il faut les considérer avec la plus grande distance. Ils sont aussi une caisse de résonance qui pousse certains dessinateurs à se montrer encore plus caricaturaux et provocants. Oh, ils retournent le truc! Alors c'est pas les réseaux sociaux qui sont caricaturaux et qui clivent le débat, c'est les dessinateurs qui veulent en faire des couches pour être encore plus provoques, pour choquer sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'il ose dire. Eh ben je trouve pas ça très Charlie. C'est ce que j'avais indiqué plusieurs fois à Xavier Gors. Il faut se méfier des personnages que l'on y construit et de la surenchère à laquelle on se laisse aller, qui finissent par nuire à notre vrai travail, le journalisme ou le dessin de presse. Alors monsieur, c'est mieux que tout le monde. Monsieur va apprendre à un dessinateur à être libre. Très bien. Vous en avez marre que je sois neutre? Vous voulez que je sois moins neutre? Allez, ça passe pas la neutralité ici. Vous vouliez un truc de niche, vous? Ouais, mais je sais pas, c'est pour élargir un petit peu le public, quoi. Parce que... Un peu moins neutre. Vous voulez que je sois un peu moins neutre, peut-être?
Écoutez, j'essaie de... Oui, avoue, tu en as marre aussi, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est vrai que c'est un peu fatigant. L'esprit Charlie reste donc bien... Bon, je vais arrêter d'être neutre, ou alors je me repose. Je peux faire un article en mode neutre de temps en temps, et puis après je me repose de la neutralité. Mais c'était neutre, hein. Non, si, c'était ça, neutre. Hein. Un petit peu Nicolas Bedos aussi, tu vois. Bah écoutez, moi, si je veux bosser dans la presse mainstream, tu vois, pas être cantonné à des trucs de niche, genre Mediapart, bon, alors c'est une grosse niche, hein, mais c'est quand même une niche. Peut-être qu'il faut que je me mette à un peu plus de neutralité, voilà, je m'entraîne. Bon, bah, vous me dites si ça va pas, s'il faut que je... Mais je le referai. Bon, là, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Mais je le referai parce que je pense qu'il faut que j'entraîne ça pour être capable bah, un jour peut-être de bosser sur un vrai média, quoi. T'es dans une niche et tu veux devenir chien de garde? Ah, ça va pas. Mais vous pensez vraiment que je le fais mal? Moi, je pense que je le fais bien, hein. Je pense que j'arrive bien à être neutre quand je me force. Bon, je me roule une clope. Je sais pas s'il est nécessaire de terminer. Bon, allez, de terminer cet article. Ah bah, il est fini. Bon, alors très bien. Donc, c'est très intéressant de voir que, selon Jérôme Fenoglio, en fait, Xavier Gorce s'est radicalisé sur Internet. Merci, l'abbé Jam. Il y en a, ils ont coupé le truc, ils sont partis parce que c'était trop neutre, je crois. Merci le Benjam, l'abbé Jam, n'importe quoi. Merci le Benjam. Qu'est-ce que je disais Oui, je disais, c'est vachement intéressant de voir que... Merci Ludwig XO. Usul Etienne Décrypte. Ah non, là, je suis encore plus neutre que Hugo Décrypte, là. Moi, je trouve que j'étais vachement encore plus neutre. Et encore plus libre penseur, si tu veux. Qu'est-ce que je disais Oui, c'est vachement intéressant de voir que en fait Fenoglio avait déjà prévenu Xavier Gorce avant de dire bon ok, arrête de faire de la provoque exprès pour choquer sur Twitter, quoi. C'est un peu ça qui s'est passé. Et l'autre, en fait, s'est radicalisé dans sa connerie. C'est complètement ce qui s'est passé, quoi. L'esprit Charlie reste donc bien vivant au monde. Cet intervieweur, mais j'ai envie de mettre des gifles. Bien sûr, nous avons toujours défendu la possibilité pour Charlie Hebdo de continuer à publier des dessins très provocateurs, conformément à sa ligne éditoriale. Nous avons toujours défendu... Mais voilà, il répond bien, parce que on peut pas demander à ce que tous les journaux aient Charlie Hebdo comme ligne éditoriale. Et la même ligne éditoriale que Charlie Hebdo. On peut défendre le droit à Charlie Hebdo de... Allez-y, faites vos conneries si vous voulez, voilà, allez. Mais on peut pas demander à tout le monde d'être Charlie. Être Charlie, c'est pas avoir la ligne politique de Charlie Hebdo. Et de dire, il faut choquer à tout prix, on va pas se laisser taire, etc., quoi. Bon, là, je suis revenu normal, hein. Je dis plus déjà ce que je pense. Et donc, c'est ce que dit Jérôme Fenoglio. On défend la possibilité de Charlie Hebdo de continuer, conformément à sa ligne éditoriale. Nous avons défendu la mémoire des dessinateurs assassinés de Charlie. Chaque journal, en revanche, a sa personnalité propre. Être Charlie, ce n'est pas, pour tous les journaux, devenir une copie de Charlie. Voilà. La liberté de la presse que nous défendons, c'est aussi la diversité de ses titres et de ses approches éditoriales. Oui, voilà. Et rappelons qu'il ne s'est pas fait virer, Xavier Gorce. Il est juste en train de nous faire une sortie en mode caca nerveux. On lui a même pas viré son dessin. On lui a juste dit, bah écoute, vu que là il y a eu un petit déconnage, on a dû s'excuser parce que le dessin était à la fois incompréhensible et malvenu, ça serait bien que tu, comme les autres, tu soumettes ton dessin la journée pour qu'il soit relu par une ou deux personnes avant d'être publié. Voilà ce qu'on lui a dit. Et lui, il a dit « Oh, scandale ! Scandale, on peut plus rien dire, Charlie oh !» Voilà. Voilà en gros les dessous de l'histoire. Merci Jiro Hara. Et on va passer maintenant à la question des étudiants. Il est déjà 15h27. Bonsoir tout le monde. Donc ça c'était l'interview de Jérôme Fenoglio dans Le Temps, journal suisse, qui est venu lui demander si le monde allait rester Charlie, et voilà, la réponse c'est non mais le monde c'est pas Charlie, hein. Voilà. Pour ceux qui suivent les médias US...
t'as fait une blague de merde et tu boudes en mode les gens ont pas capté. Oui, c'est ça, c'est complètement ça. Et puis même, c'est même pas tu boudes, c'est tu pars, tu claques la porte. Parce qu'en fait, s'il était pas parti en claquant la porte, ça aurait pas eu tant d'écho. S'il avait juste fait bon bah tant pis, bon bah d'accord, je vais publier la journée. Non, il faisait un bien meilleur bordel, c'était bien mieux pour lui et pour faire parler de lui de partir en claquant la porte et de faire le malin. Tiens, bonne question, est-ce que le script d'OLG est relu avant que la vidéo soit publiée? Alors, la vidéo est regardée avant que la vidéo soit publiée, voilà. Après, j'envoie pas mon script avant le tournage à Mediapart. Mais évidemment que Mediapart, s'ils reçoivent mon truc et qu'ils se disent « Ah non, ça c'est pas possible », bah ils le publient pas, mais ils le relisent évidemment avant de le passer. C'est normal. Il y a un principe de responsabilité pour un journal quand il publie quelque chose. Et c'est un truc, tu le sais, quand tu signes ton... C'est là où ça m'énerve. Le truc de oh je m'en vais, on me donne on voudrait vérifier ce que je publie. Bah abruti, évidemment, dans n'importe quelle rédaction, on vérifie ce que les gens publient. C'est dans le contrat. T'étais bien malin quand on te connaissait pas trop, t'étais bien content de publier dans Le Monde. Bon bah il y a des critères pour publier dans Le Monde. C'est pas monsieur fait ce qu'il veut. Enfin bon bref. On le sait tous et on a choisi. Si tu voulais juste publier tes dessins sur Twitter pour choquer le max de monde, tu pouvais faire ça dès le début. Y a pas de... En effet, personne va te relire, à part si c'est signalé, il y aura Twitter qui pourra ou non virer, mais enfin bon. Même à valeur actuelle, on relit. Bah oui, on sait jamais, ça se trouve, il y aurait un dessin pas assez d'extrême droite, tu vois, ça poserait problème à valeurs actuelles. Alors, ensuite, allez, changement d'ambiance, à Lyon. Les étudiants fantômes s'inquiètent d'un retour à la fac à l'arrache. Parce que vous le savez, hier, Emmanuel Macron était au chevet des jeunes. Hein, apparemment, il a proposé, on va le voir dans l'article, hein, mais il a proposé du coup un chèque pour un chèque santé mentale, si vous voulez. Il a proposé des repas crous à 1 € pour tous. Jusque-là, c'était que dans certaines académies. Et il a proposé aussi une journée de cours en présentiel dans la semaine pour que les étudiants soient un peu moins désocialisés. À mon avis, ça va pas changer grand-chose. Donc on va écouter la réaction des étudiants à ces annonces. Ils ont défilé hier dans Lyon, dans le froid d'ailleurs, parce qu'il pèle quand même. Et on va voir ce qu'ils en pensent. Plusieurs centaines de jeunes ont défilé ce jeudi, alertant sur la précarité et l'isolement, alors qu'une minorité d'entre eux doivent faire leur retour dans les amphis lundi 25 janvier. Difficile de trouver un étudiant de première année dans le regroupement qui se forme vers midi ce jeudi devant la Manufacture des Tabacs dans le 8e arrondissement de Lyon. Ce site universitaire est le point de départ d'une manifestation contre la précarité étudiante à l'appel d'une intersyndicale menée par Solidaire, l'UNEF et le collectif Génération Covid. Il y a un nouveau collectif, je connaissais même pas ce collectif Génération Covid. C'est intéressant, il faudra que je les invite. Les L1 ont peut-être peur de rater des cours, suggère Alexandra, 19 ans, en 2e année de licence d'anglais. Je pense qu'une des autres explications, c'est que les L1, ils ont tellement pas eu finalement tant de temps que ça pour rencontrer les autres étudiants, qu'ils ont pas pu rencontrer ceux qui leur auraient dit de se syndiquer ou machin. Ils ont peut-être même pas eu le temps de créer les liens qui auraient pu faire en sorte qu'ils soient présents là ce matin et qu'on leur passe un coup de fil, etc. Les premières années, les plus jeunes de cette cohorte d'étudiants fantômes, comme ils se surnomment, doivent en théorie faire leur retour sur les bancs de la faculté à partir du 25 janvier. Mais cette réouverture annoncée par le Premier ministre Jean Castex ne concernera d'abord que les classes de travaux dirigés qui devront être dispensées en demi-groupe. En déplacement à Paris-Saclay ce jeudi, Emmanuel Macron a annoncé que les étudiants qui le souhaitent pourraient retourner suivre des cours en présentiel 1 jour par semaine à l'université en respectant la jauge des 20% des effectifs valables pour tout le semestre. Il a également annoncé la possibilité de 2 repas par jour à 1 € dans les restaurants universitaires. Il y a un truc qui revenait beaucoup... Pardon, je vous ai fait peur. Il y a un truc qui revenait beaucoup aussi chez les étudiants français, c'est qu'ils faisaient des comparaisons un peu avec l'étranger. Ils disaient il y a des pays dans lesquels en fait dès le début, dès la rentrée, dès septembre, parce que je vous rappelle qu'on savait dès août qu'il y aurait une seconde vague, dès septembre il y a des universités qui ont dit on va pas pouvoir tenir un semestre de cours normal, donc ne venez pas.
ne venez pas, on va s'organiser, on va faire du distanciel pour au moins tout le semestre. Ce qui fait que les étudiants ont pu se préparer, ont pu dire je vais pas prendre de chambre étudiante pendant ce temps-là, tant pis, je vais rester chez mes parents, etc., etc. Et puis surtout, ils étaient fixés. Chez nous, on a fait la rentrée comme si de rien n'était, et puis après on a fait d'accord, on ferme un petit peu, machin, tout ça. Donc c'est ça aussi où ils ont les boules. Il y en a qui, par exemple, je sais pas, ils habitent en Bourgogne et puis ils sont venus étudier à Lyon exprès. Ils ont pris un appart, peut-être en coloc, peut-être une petite chambre étudiante toute seule, et ils sont venus pour que dalle. Il y a pas de cours en présentiel, donc ça sert pas à grand chose. Et surtout, ils savent pas à quelle sauce ils vont être bouffés. Ils savent pas comment ça avance. Ils savent d'une semaine sur l'autre. Enfin, ça doit être terriblement désorientant en fait. Ça doit être terriblement désorientant. Les étudiants étrangers, évidemment, qui sont venus en France, évidemment. Quand on est chez ses parents à plus de 100 km et qu'on sait pas si on doit revenir ou non, sur un seul jour, etc., oui, on est un peu pris pour des clowns. Bah oui, je trouve aussi, ouais. Perso, dans mon uni en Suisse, le semestre d'automne et celui de printemps sont en distanciel. Bah au moins c'est clair dès le début, si on vous le dit dès le début. En plus, c'est des rescapés de Parcoursup et de la réforme du bac aussi, j'ai envie de dire. Il y en a, c'est la worst génération, quoi. Les premières années, les plus jeunes... Non, ça, on l'a déjà lu. Non, mais ça, on l'a déjà dit. Moi aussi, je veux revenir à la fac pour me sentir moins seul, dit Alexandra. J'ai beaucoup de problèmes d'anxiété et le fait de ne voir ni mes camarades ni les profs n'arrange rien. Après un premier confinement chez sa mère, à la campagne, avec une connexion internet aléatoire, elle a préféré rester à Lyon pour le reconfinement. Mais je passe mes journées à ne voir que des murs et un écran d'ordinateur. Alexandra vit dans une résidence universitaire Alix du Crous, dans le 5e arrondissement de Lyon, où une jeune femme a tenté de se défenestrer le 12 janvier avant d'être mise hors de danger. 3 jours plus tôt, un étudiant s'était grièvement blessé en sautant du 4e étage sur le campus de l'Adoua, à Villeurbanne, dans la métropole de Lyon. Et jolie photo de Libé. On voit les drapeaux, il y a du rouge et du noir derrière. Hein. Ça, je crois que c'est devant le Crous. Alexandra et son camarade Clément de Lyon ce jeudi. Personne n'a reçu d'infos claires. C'est mon quotidien, les murs et l'ordi. Mais oui, quel enfer, mais oui. Dans la foule de plusieurs centaines de personnes qui marchent en direction du rectorat de Lyon, nombreux sont les slogans à réclamer une réouverture plus large des amphis. Suicide d'étudiants, l'État a du sang sur les mains. Étudiants confinés, oubliés, massacrés. Fac fermée, envie d'abandonner. Il y en a plein qui décrochent, beaucoup sont déprimés. Même si on essaie de s'entraider, dit Lisa, 21 ans, en master de relations internationales, le gouvernement doit prendre en compte notre appel à l'aide, on est la génération qui représente le futur. Ça c'est facile, tous les jeunes disent ça. Mais oui, non, c'est intéressant d'avoir fait un collectif Génération Covid. Il y en a, ils ont essuyé, t'imagines, t'es jeune, ça fait 1 an là que ça dure déjà, tout ce qui est Covid, t'es jeune et t'es sous Macron, quoi. C'est l'âge où t'as les premiers, je pense même aux lycéens, enfin, voilà, tout ce qui est fête, tout ce qui est festif, tout ce qui est ces étapes-là de la jeunesse, où nous, on a quand même pu rigoler un peu, quoi. Eux, ils sont là avec des masques, avec des couvre-feux, ils se font chier. Génération, j'espère qu'ils vont être turbo vénères, ceux-là. Pour l'accueil progressif des premières années, un premier pas suffisant, juge-t-elle. Rien n'a été mis en place, clairement, tout se fait à l'arrache. Une des membres du collectif Génération Covid abonde. Même les présidents d'université ne savent pas encore comment ça va se passer. Personne n'a reçu d'infos claires. La difficulté sera de s'adapter à chacun, malgré la solitude décuplée par le distanciel. Certains étudiants ont quitté Lyon début novembre, résiliant leur bail pour retourner chez leurs parents. Oui, il y a eu beaucoup d'abandon pur et simple en fait d'études à cause de ça. D'autres, vivant avec des personnes fragiles ou eux-mêmes à risque, craignent le retour à la fac. Mathias à Lyon, c'est solidaire. Ce jeudi. Il faut plus de moyens pour nous accueillir dans de bonnes conditions sanitaires, considère Robin, 19 ans, en 2e année de sciences sociales. Mathias, 22 ans, étudiante en urbanisme, syndiqué à Solidaire, regrette également d'énormes effets d'annonce. Tout est improvisé, beaucoup de groupes de TD en L1 sont à 40 personnes. S'il faut des groupes de 10 maximum, soit on fait une sélection, mais qui l'a fait, comment, soit on fait 4 groupes. Il faut alors 4 profs, ou payer un prof 4 fois. Le ministère dit aux universités de se débrouiller, mais à budget égal. Ah oui, donc fatalement, il n'y a rien qui va pouvoir être fait, quoi.
Mon fils est entré au CP l'année dernière, il va arriver à la fin du CE1 sans jamais être allé à la piscine avec l'école. Et pour mes enfants, le masque est devenu tellement banal que mon deuxième enfant, j'imagine, considère le masque à partir du CP comme la norme absolue. Oui, bon, ça, oui. Ouais. Étant veilleur au Crous, je vois la détresse des étudiants. C'est compliqué actuellement, tu m'étonnes. Je suis enseignant-chercheur et c'est bien la merde en effet. Les étudiants, la culture, la restauration, même combat. Mais pourquoi les étudiants des autres pays ne se plaignent pas autant que les Français? Je l'ai dit juste avant. Il y a des pays dans lesquels ça a été beaucoup mieux géré. C'est-à-dire, on a dit dès le début du premier semestre, semestre distanciel. Il y a quelqu'un dans le chat qui a confirmé que c'était pareil dans sa fac, dans son univ en Suisse. Donc, il y a des pays dans lesquels on a dit dès le début, bon, ce sera du distanciel. Nous, on a dit, allez-y, remplissez les amphis, c'est pas grave, on verra. On va mettre des protocoles, tout sera super bien géré, tu parles mon cul, et voilà. Bon, je vous ai expliqué. Et donc du coup, c'est vraiment à courte vue, au jour le jour, on change les règles. Attention, nouvelle règle. À mi-parcours, les manifestants ont fait une minute de bruit suivie d'une hola au pied du siège lyonnais du Crous. C'est devant ce bâtiment Canas K, des étudiants de 22 ans s'étaient immolés par le feu le 8 novembre 2019, on en avait parlé dans Ouvrez les guillemets. Preuve pour Robin que la précarité existait avant le Covid et, dit-il, qu'elle existera toujours si rien n'est fait. Et c'était déjà un problème avant le Covid, ça c'est vrai, on en avait déjà parlé dans Ouvrez les guillemets. Alors il y en a qui m'ont dit tu devrais refaire un ouvrez les guillemets là-dessus. On a déjà fait 2 fois depuis le début de l'année. On a fait les jeunes, les sacrifiés du Covid. On a fait un autre truc sur la pauvreté. Bon, on en a déjà fait 2. Là, ce serait. On va en refaire un, je pense, avant la fin de l'année, mais on va attendre de voir un peu les suites de ce truc-là. Je pense que tout le monde sait, surtout dans le public d'ouvrez les guillemets, tout le monde sait la condition, les difficultés de la condition étudiante en ce moment. On y reviendra, mais c'est vrai qu'on en a déjà parlé, donc histoire de pas parler toujours de la même chose toutes les semaines. Pareil, là on va pas refaire un truc sur génération identitaire, voilà. Anaskazib voulait tout casser, il paraît. Tu l'as eu au téléphone aussi? Tu sors combien d'OLG par an? Un par semaine, donc je sais pas, une trentaine, 35, je sais pas. Mes potes profs de fac me disent qu'ils ne font plus vraiment cours, mais beaucoup d'assistanat, d'assistance peut-être, tu veux dire. Ils se retrouvent désœuvrés et clairement abandonnés par l'État, bah oui. Bon, c'était quoi qui était arrivé 3ème, parce qu'on a le temps pour un dernier article, hein. Ça on en aura lu 2. C'était Plantu ou Hidalgo qui était arrivé dernier? C'était Plantu, non? Bonsoir Loupasek, qui est content d'être ici en live. C'était Hidalgo, donc vous voulez l'article sur Hidalgo, très bien. Enfin, vous avez voté... Il y en a qui ont voté pour l'article sur Hidalgo, qui veulent en savoir plus sur la machine de guerre d'Hidalgo qui se met en route. La maire de Paris prépare des déplacements dans toute la France et structure son équipe. Elle ne se déclarera pas officiellement avant septembre. Déjà, la première info, c'est qu'il n'y a pas d'info. Si, c'est une info de savoir qu'elle se déclarera officiellement en septembre. En tout cas, elle se déclarera pas avant. Il est peut-être encore temps d'éventuellement faire en sorte qu'elle se déclare pas. Hein. Parce que moi, je l'ai déjà dit, hein, mais Hidalgo, entre l'affaire, là, Christophe... comment il s'appelait? Christophe Girard. Entre l'affaire Christophe Girard, qui lui colle quand même un peu au basque, moi je trouve que c'était quand même un peu une honte, son soutien au projet de loi sécurité globale, y compris le fameux article qui empêchait de filmer les policiers, elle l'a soutenu, ça. Moi, je trouve que ça la disqualifie tout à fait pour être ne serait-ce qu'une candidate de gauche. Enfin, d'être vue comme une candidate de gauche, on devrait pas, on devrait dire, bon, écoute, ça c'est le centre, hein, ma grande. C'est pas très loin de Macron, en fait. Mais il paraît qu'elle se positionne comme une anti-Macron. Alors, j'aimerais bien savoir en quoi. Son soutien à l'allemand, évidemment. Oui, elle a soutenu cette loi, on l'a vu en direct. On l'a vu dans un Bourdin malin répondre à Bourdin que il fallait protéger les policiers, etc. Il y a eu un article dans l'IB sur une alliance Montebourg-Bertrand, je sais pas si t'as vu. Oui, j'ai vu. Je l'ai pas choisi parce qu'on a déjà lu, vous pouvez regarder dans les replays, du coup, il y a déjà une grosse revue de presse dans laquelle on a parlé de la stratégie d'Arnaud Montebourg. Là, aujourd'hui, c'est Hidalgo.
Cela pourrait n'être qu'une succession de hasards, habilement maquillés en voyage classique d'une grande élue. Rendez-vous à Montpellier en février avec Cité en commun, le réseau de maires de gauche et écologistes lancé en juillet. À Rouen pour parler de la Seine avec le maire PS de la ville et celui du Havre, Édouard Philippe. À Bordeaux en mars pour une réunion de l'association internationale à faute de frappe dans Le Monde. Hein. Franchement, Le Monde, c'est plus que c'était. Hein. Déjà, ils empêchent Xavier Gorce de travailler sans être contrôlé, sans relecture. Mais alors maintenant, ils foutent des S là où il n'y a pas besoin. Donc à Bordeaux en mars pour une réunion de l'Association internationale des maires francophones. Voilà, donc elle fait des déplacements partout. Les déplacements à venir d'Anne Hidalgo constituent en réalité le deuxième étage du plan de la maire socialiste de Paris en vue de la présidentielle de 2022. Elle-même passe déjà du futur au présent quand elle déclare au Monde « Je prends ma part » au débat actuel et qu'elle veut proposer un projet ouvert qui parle d'écologie et du social. Certes, l'épidémie de Covid-19 l'oblige à rester concentrée sur les tests, la vaccination et les réponses d'urgence à apporter à la crise économique. Mais elle veut jouer un rôle pour ouvrir le jeu et éviter le pire. On n'est pas obligé de s'enfermer dans un choix entre Emmanuel Macron, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, affirme-t-elle. Une autre voie est possible, il faut ouvrir grand les portes et les fenêtres, comme le recommandent les infectiologues. Eh oui, c'est un peu la Hollandie, hein. Il faudrait que les gens comprennent ça quand même un peu. Vous avez pas aimé Hollande, vous avez pas aimé Hidalgo, les gars. Bref. Après s'être préparé à bas bruit, avoir distillé dans les médias ses critiques contre la gestion de l'épidémie par le gouvernement et mis en scène ses différends avec les Verts, ah oui ça aussi c'était honteux, Hidalgo accélère. L'article dit bien mis en scène ses différends avec les Verts, parce qu'elle a même supposé des trucs qui étaient pas vrais pour pourrir les Verts, comme quoi ils étaient contre l'idée qu'il y ait une place ou une rue qui soit renommée rue Samuel Paty alors qu'ils étaient pas du tout contre. Mais c'était pour les traiter d'islamo-gauchistes, si tu veux, c'était pour marginaliser les Verts à gauche. Mais c'était faux. Anne s'implique pour faire vivre l'hypothèse de sa candidature. Elle veut marquer le coup à chaque fois sur l'incompétence de Macron à gérer la pandémie, comme le fait une opposante nationale. Explique Patrick Bloch, un de ses adjoints proches. Les sondages commencent en effet à enregistrer une inflexion de son image. Dans la dernière enquête Kantar pour le Figaro Magazine réalisée du 7 au 11 janvier, 27% des personnes sondées souhaitent lui voir jouer un rôle important à l'avenir, ce qui la place au premier rang des personnalités de gauche, ex aequo avec la maire de Lille, Martine Aubry. Il y a 2 ans, elle avait l'image d'une femme qui ne pourrait pas se faire réélire. Aujourd'hui, on la considère comme celle qui peut amener la gauche au second tour de la présidentielle. C'est qui on ? C'est toi, Justin, applaudit son ancien adjoint à l'urbanisme Jean-Louis Missica qui continue de lui glisser quelques conseils. Anne Hidalgo n'a pas encore décidé de se lancer, mais elle veut être prête le moment venu, selon son entourage. Elle ne se déclarera qu'en septembre au mieux. Et seulement si elle a l'intuition qu'elle peut non seulement franchir le premier tour, mais gagner. Précise Patrick Bloch, pas question d'une candidature de témoignage. Après avoir laissé filtrer depuis septembre qu'elle n'excluait plus d'être candidate à la prochaine élection présidentielle, la maire socialiste a constaté que l'hypothèse était prise au sérieux. La deuxième étape de son plan est conçue pour rendre possible une candidature. Il peut se résumer en 4 points. Sortir de Paris, faire entendre sa différence, donc attaquer un peu Macron, structurer ses réseaux, préparer des accords politiques. Avec les Verts, j'imagine. On la présente comme la reine des bobos qui ne s'adresse qu'aux Parisiens et ne se risque jamais en banlieue. À présent, elle doit aller partout dans le pays, y compris à 40 km d'Albi, quitte à s'en prendre plein la figure, plaide un de ses conseillers. On peut pas faire campagne en parlant seulement des composteurs à lombric. Un autre collaborateur précise. On veut pas mettre le paquet sur les grandes villes et les banlieues. Non, on veut mettre le paquet sur les grandes villes et les banlieues. Les gens ne la connaissent pas et vont découvrir qui elle est. Elle aime le contact, elle a un côté très chiracien. Cela laisse une marge de manœuvre pour ne pas reproduire à l'échelle nationale l'image clivante qui est la sienne dans la capitale, aimée à gauche, détestée par une partie de la droite. Anne Hidalgo elle-même estime que sa casquette parisienne ne la dessert pas. Le fait d'être claire et d'avoir l'expérience d'une grande ville, je ne vois pas en quoi c'est un handicap, affirme-t-elle. L'ancrage parisien a été celui de tous les présidents. Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, appuie Jean-Pierre de la Gondry, sénatrice... Putain, je dis n'importe quoi.
L'ancrage parisien a été celui de tous les présidents, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, appuie Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice PS de Paris. Anne Hidalgo a construit son récit tous les jours en étant une mère dans la tourmente. Eh ben dis donc, tous ces présidents qu'on aime tant, oui c'est ça. Des études précises vont être menées, mais l'équipe imagine déjà comment sa championne pourra être présentée. C'est-à-dire on va utiliser, on va payer des sondages en fait. La candidate des classes populaires, de par son histoire de fille d'immigrés espagnols qui a grandi dans une cité de Lyon. Ça va être ça, c'est comme ça qu'on va la présenter? La candidate des classes populaires? Ça va être compliqué quand même, hein. La mère déterminée qui a résisté à tout, et surtout l'anti-Macron. Elle est inspectrice du travail, lui inspecteur des finances, tout est dit, souligne un proche. 66 millions d'inspecteurs maintenant. Ces prochains mois, Anne Hidalgo va donc continuer à faire entendre sa voix. Elle devrait parler inégalité sociale, plan d'urgence pour la jeunesse, liberté publique, santé, écologie et économie circulaire, réindustrialisation. Ok, très bien, ça va être bien ça. En parallèle, son équipe commence à se structurer. Oui, c'est qui son équipe ? À 61 ans, Anne Hidalgo s'appuie essentiellement sur ses fidèles de la mairie de Paris. Autour d'Emmanuel Grégoire, son premier adjoint, voué à reprendre son fauteuil si elle est élue à l'Élysée, l'équipe repose sur quelques membres clés comme Frédéric Lénica et Jean-Marie Vernat. Je connais pas ces gens-là, moi. Son directeur adjoint Sylvain Lemoine, ainsi que son époux, l'ancien député PS, Jean-Marc Germain, sont chargés des idées. Bon, c'est vrai qu'il en faut, il paraît. C'est génial parce que ils pensent d'abord à la candidature, puis ensuite ils mettent deux gars à dire par contre il va nous falloir des idées les gars, vous bossez, hein, parce que moi j'en ai pas. Hein. Franchement, moi je suis sur la candidature, et vous faites les idées. Une poignée d'élus sont aussi prêts à tout pour elle. Célia Bloel a repris la présidence de Paris en commun, la structure qui a mené la campagne victorieuse des municipales. Rémi Féraud tient le PS. Patrick Bloch l'a nourri de notes, notamment sur les sujets liés à l'éducation. Nicolas Normand, tout simplement, prépare la mobilisation des militants. Ah, il reste des militants, c'est bien. Dans le petit réseau déjà à l'œuvre figurent aussi le maire du 13e, Jérôme Coumé, le sénateur PS Bernard Jomier, le militant LGBT Joël Demier, ou encore Nathalie Rastoin, l'ancienne patronne de l'agence Ogilvy, qui avait œuvré aux côtés de Ségolène Royal lors de la campagne présidentielle de 2007. Bah dis donc, l'équipe de gagnants ça. Des experts comme le spécialiste des villes intelligentes Carlos Moreno et Jean-François Rial, PDG des Voyageurs du Monde, sont aussi prêts à alimenter Anne en idées. Ah bah les idées de PDG en général c'est les meilleures, donc c'est très bon plan aussi. Après Paris en commun et Cité en commun, l'équipe a mis sur les rails Idées en commun, plateforme destinée à accueillir les contributions d'économistes, de sociologues, etc. Bon, le chat en commun là, on en pense quoi là ? Incursion à droite, ah, c'est pas fini. C'est vachement bien, hein ? Anne Hidalgo peut aussi s'appuyer sur un réseau de femmes élues socialistes, maires ou présidentes de région. Carole Delga, Occitanie, Johanna Roland, Nantes, Nathalie Appéré, Rennes, qui, les premières, ont appuyé sa candidature, voyant en elle un renouvellement bienvenu de la gauche. Elle a aussi renoué avec les hiérarques du PS, consciente que le parti, même amaigri, représente encore... même amaigri, j'aime bien. Représente encore une machine utile et une source de financement indispensable pour une campagne nationale. Et oui, elle rencontre des figures du PS, anciennes comme nouvelles, comme Laurent Fabius, Lionel Jospin, François Hollande ou Boris Vallaud, ou l'ancienne ministre écologiste Cécile Duflot. Merci Tren Savat, Ça, bonne team, hein. La maire de Paris s'autorise également des incursions à droite avec Jean-Louis Borloo ou Claude Chirac, la fille de l'ancien président, et même avec La République En Marche, avec Hugues Rançon, député LREM de Paris et vice-président de l'Assemblée nationale. On parle avec tous ceux qui veulent, et ils sont nombreux en ce moment, s'amuse un proche. Son ambition est bien de dépasser le PS. Alors, c'est quoi la strate là ? C'est quoi l'ambition ? Son ambition est bien de dépasser le PS et de réussir une alliance avec les communistes Génération, le parti de Benoît Hamon, des responsables d'associations, etc., sur le modèle de sa campagne parisienne victorieuse. Ok, alors là, il n'y a pas les écolos dans la liste. Il y a les communistes, mais les communistes parisiens. Je suis pas sûr que ce soit aussi facile avec d'autres fédés. Très bien. Elle veut avoir des communistes, Génération. Donc en gros, elle va avoir l'aile droite des communistes. Je vous jure que ça existe. Génération. Ça montre à quel point il est question d'idéologie politique, de transformation de la société, et pas d'une petite course au fauteuil. Bah oui, voilà, on comprend mieux.
L'aile droite des cocos. Non mais je vous jure que ça existe. Hein. Bon, elle aura Brossa, je pense. Elle aura Brossa. Bref. Donc ça c'est sa strat. Il n'y a pas les écolos. Il n'y a pas les écolos, c'est ça qui est bizarre. Moi j'aurais bien foutu les écolos là-dedans. Les plus politiques de l'équipe aimeraient boucler pour l'automne un accord de gouvernement. Surtout, Anne Hidalgo doit aller chercher des voix hors de la gauche traditionnelle. Elle ne peut pas se contenter de l'espace politique entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, même si le glissement à droite de la République En Marche a libéré un peu de place à gauche. Analyse un de ses stratèges de la pré-campagne. Le projet consiste donc à dépasser à sa façon le clivage gauche-droite, en touchant ceux, en particulier les jeunes, qui ne se reconnaissent pas forcément dans un camp, et se positionnent plutôt par rapport à l'écologie, au féminisme et à la défense des libertés publiques. Bah, c'est mal barré avec ton soutien au projet de loi sécurité globale quand même, Anne Hidalgo, s'il te plaît, ne nous prends pas pour des cons non plus. Dissuader Europe Écologie Les Verts de présenter un candidat. Anne Hidalgo se heurte ici à un problème majeur. Les écologistes occupent peu ou prou le même créneau. C'est-à-dire les jeunes, ouais, je vois un peu l'idée, ouais. Et Yannick Jadot entend être celui qui portera ce discours en 2022. La social-démocratie évolue et c'est tant mieux, mais aujourd'hui c'est le temps de l'écologie, martèle l'eurodéputé d'Europe Écologie Les Verts, en présentant la maire de Paris comme une pure socialiste. Le camp Hidalgo rétorque « Le moment de l'écologie est venu, oui, mais pas celui des Verts. » La bagarre ne va pas cesser, au moins jusqu'au... Ben, c'est génial, en fait, ils se battent pour le même os, c'est-à-dire le vote de centre-gauche. La bagarre ne va pas cesser, au moins jusqu'au scrutin des régionales, qui, en Ile-de-France, oppose à la gauche la candidate d'Anne Hidalgo, Audrey Pulvar et Julien Bayou. La candidate de... Oui, attends, je comprends rien. Au moins jusqu'au scrutin, en Ile-de-France, oppose à gauche la candidate d'Anne Hidalgo, Audrey Pulvar, et Julien Bayou, le numéro... D'accord, ok. Donc pour les régionales, il y aura un match Audrey Pulvar-Julien Bayou en Ile-de-France, qui va trancher un peu les différends et qui va, à mon avis, va être assez important pour la suite. Si Anne Hidalgo et un candidat écologiste se disputent les mêmes voix à la présidentielle, le risque est grand pour l'un comme pour l'autre de ne pas franchir le premier tour. Avant de se lancer, la socialiste aimerait bien donc dissuader Europe Écologie Les Verts de présenter un candidat. C'est la condition sine qua non d'une victoire, notent plusieurs membres de son entourage. Pour y parvenir, il faudrait qu'Anne Hidalgo écrase les différents prétendants écologistes dans les enquêtes d'opinion au cours des prochains mois, ce qui n'a rien d'acquis. Tant qu'elle ne sera pas déclarée, elle risque de ne pas faire bouger les sondages, s'inquiète un proche. Et oui, les sondages, c'est important les sondages. Arrête de te frotter le nez. Mais je t'emmerde, je me frotte le nez si j'ai envie de me frotter le nez. En fait, quand je parle, ça me fait vibrer mon nez et ça me le fait me le gratter en permanence. Voilà. Et je me frotte le nez si j'ai envie de me frotter le nez. Son équipe espère que des grandes voix comme Christiane Taubira ou Nicolas Hulot prendront sans tarder position en faveur de la maire de Paris afin de marquer l'opinion. Ça se prépare en ce moment, confie un membre de son entourage. Donc quoi ? Il faut que Taubira et Hulot la soutiennent. Ça se prépare. C'est donc ça le scoop. Reste à voir d'ici septembre si cela prend. Aujourd'hui, il y a 5 ou 6 chances sur 10 qu'elle se présente, évalue un de ses amis, et 2 sur 10 qu'elle gagne. Oui, je pense que c'est pas gagné de ouf. Hein. Enlève ton nez pour parler. Le diktat de l'anti-grattage de nez, c'est terrible. Mais oui, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand je parle beaucoup, machin, tout ça, ça me gratte le nez au bout d'un moment parce que ça vibre dans mon zen. Alors peut-être que tout le monde n'a pas le nez branlé pareil que moi. C'est possible. Mais moi, ça vibre dans mon zen et ça me gratte en permanence. Usul Réac ne serait pas frotté le nez. Zen, soyons zen. C'est une blague comme article sérieux. Bah, ce qui est fou, c'est qu'ils vont consulter tous ces soutiens, toute son équipe, machin, mais personne de sérieux pour évaluer clairement ses chances, son positionnement. Tu sais, tu aurais pu appeler 1 ou 2 personnes de plus. Par exemple, tu aurais pu appeler les gens chez les Verts pour savoir ce qu'ils en pensent, etc., quoi. Recueillir quelques voix dissidentes. Non, là, c'est vraiment un article en mode « Wouh, elle y va, c'est parti !» Donc merci Sylvia Zappi et Denis Connard, ou Cosnard, je ne sais pas. Merci à Saumon Serpent d'avoir offert un sub. C'est un article de commande, ils vont pas appeler les Verts. Attention, c'est de droite. Est-ce qu'on a le temps pour le dernier article, celui sur Plantos ? Il est où Plantos ? Il est là, Plantos, article d'arrêt sur image. Pour savoir, moi j'ai appris que Plantu, son vrai nom c'était Jean Plantureux. Je n'en savais rien.
Jean Plantureux. Je me mouche. Voilà, je me mouche parce que ça se trouve, après je me gratterai moins, on sait pas. Je coupe le son pour me moucher. Voilà. Je me suis mouché en silence. Il est quelle heure? Bon, allez. Il est long l'article? Ouais, il est un peu long. Hein. Ah non, il est pas long. Allez, on le lit vite fait. Plantu annonce sa retraite et assure que ça n'a rien à voir avec l'affaire Xavier Gors. Donc ça, c'est un article de Maurice Midena pour Arrêt sur Image. Maurice Midena, on le recevait en live, il est journaliste, on le recevait en live lundi pour parler d'école de commerce. Il publie une enquête chez, je sais plus, chez La Découverte. Attendez, je vérifie. Hop. Oui, c'est chez La Découverte. Voilà, entrée rêveur, sortez manager. On a fait assez la promo sur cette chaîne pour son bouquin. Maintenant, on va lire carrément son article sur Plantu. Nous l'appelions au sujet du dessin litigieux de son collègue Xavier Gors. Mais Jean Plantureux, dit Plantu, en a profité pour annoncer son départ en retraite, fixé au 21 mars prochain. La fin d'une ère. Le collectif Cartooning for Peace, qu'il a fondé en 2006, devrait prendre le relais du dessin de une du quotidien papier, pour lequel il travaille depuis 72. Ah ouais, 50 ans. 50 ans, c'est chaud, hein. Plantu insiste sur le fait que cette décision n'a rien à voir avec la polémique Xavier Gors. De son côté, Le Monde n'a ni infirmé ni confirmé la décision. C'est une page de près d'un demi-siècle d'histoire de la presse écrite française qui se tourne, comme il l'a affirmé à Arrêt sur Image. Jean Plantureux, alias Plantu, va quitter Le Monde le 31 mars prochain pour prendre sa retraite. Né le 23 mars 1951, il va atteindre cette année les 70 ans. Entré au quotidien en 1972, Plantu est indissociable du Monde. Un de ses croquis a même recouvert la façade des précédents bureaux du journal, boulevard Auguste Blanqui, dans le 13e arrondissement de Paris, que la rédaction a occupé de 2004 à 2020. Moi je me souviens, je l'ai vu... Il y avait en grand sur la façade le dessin de Plantu. Fervent défenseur de la liberté de caricaturer, il a croqué de la guerre du Vietnam aux Gilets jaunes, 5 décennies d'actualité avec un grand talent graphique, mais ses dessins lui ont valu beaucoup de critiques ces dernières années. Plantu ne part pas sans avoir préparé sa succession. Il continuera à publier dans Le Monde de temps en temps, mais le fameux dessin en une devrait désormais être choisi chaque jour parmi des propositions du réseau mondial de caricaturistes Cartooning for Peace, que Plantu a cofondé en 2006 suite à la première polémique sur les caricatures de Mahomet. Ce réseau rassemble 200 caricaturistes de nombreux pays, de confessions et d'horizons politiques divers. Par exemple, aujourd'hui, avec l'installation de Joe Biden à la Maison-Blanche, on pourrait imaginer de publier à la une du Monde un dessin américain, russe ou brésilien, explique Plantu. Ce partenariat n'a pas été développé du jour au lendemain. J'ai mis des années à préparer le terrain pour mettre ce partenariat en place, raconte Plantu. Jérôme Fenoglio est le 3e directeur du journal avec qui je discute pour que Cartooning for Peace prenne mon relais. De son côté, Le Monde n'a pas souhaité commenter le départ prochain de Plantu. Des négociations sont en cours. Rien ne dit qu'elles n'aboutiront pas, mais c'est trop tôt pour confirmer, nous a-t-on dit. Plantu, lui, persiste et signe. Il part, sa décision est prise. Ça veut dire que Le Monde a essayé quand même un peu de le retenir. Au départ, Arrêt sur Image a contacté Plantu pour un sujet, qui paraîtra demain, sur le processus de publication des caricatures dans la presse française. Plantu en a profité pour parler de Cartooning for Peace, qui est un peu son bébé, et nous a glissé l'annonce de sa retraite prochaine. Il nous assure que c'était dans les tuyaux depuis 1 an au Monde, et j'en parle depuis 1 an sur les plateaux de télé et de radio. Cette annonce suit la polémique qui a opposé son confrère Xavier Gors à la direction du Monde, après la publication d'un dessin du père des indégivrables, jugé insultant envers les transgenres et les victimes d'inceste par de nombreux internautes. Le Monde a publié un texte d'excuses signé de Caroline Monod, la nouvelle directrice de la rédaction. Nouveau tollé du côté des amateurs de Gors, ce dernier a annoncé cesser sa collaboration avec le quotidien. Il s'est exprimé ici, auprès d'Arrêt sur Image. Il y a aussi un article chez eux sur le départ de Xavier Gors, un article de Pauline Bock. Il tente d'expliquer son dessin à Arrêt sur Image. Ah oui, c'est vrai qu'il a tenté d'expliquer en quoi c'était drôle et pourquoi c'était irrévérencieux. Voilà, ça aussi c'est disponible sur Arrêt sur Image. Apparemment, il n'a pas non plus donné la même explication à encore un autre titre de presse. C'est assez confus, hein, comment il essaie de défendre son dessin. Mais enfin bref. Donc voilà, il s'est exprimé ici, ça on l'a vu. Plantu veut éviter tout malentendu. Il insiste sur le fait qu'il n'y a aucune corrélation entre son départ et le Gorsgate. Ceci étant dit, il goûte peu la lettre d'excuse de la direction.
Son dessin est tout simplement génial. Il ne tape pas sur les transgenres. Pour lui, le monde n'aurait pas dû demander pardon, mais défendre Gors, qui est un dessinateur de talent. J'ai demandé au syndicat, le SNJ, le syndicat national des journalistes, de proposer une pétition en soutien à Xavier Gors, car beaucoup de journalistes sont surpris par cette mise en cause de son dessin, soutient-il à Arrêt sur Image. Et Plantu, alors moi j'ai eu des échos. Salaud. Merci Yogre3. Merci pour ton taf. Sharon Soja de l'ultra-gauche de l'islamo-gauchisme Turbo 2000, merci également de m'avoir fait découvrir le bouseux, dont je suis en train de m'overdoser aussi. Gauche is not dead, merci d'être en première ligne. Et qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai entendu des échos, comme quoi, dans la rédaction du Monde, je crois que c'était lundi cette histoire, il y avait beaucoup de journalistes qui étaient affligés par ce dessin, en vrai. C'est pas juste les réseaux sociaux, il y a eu plein de monde, à l'intérieur même du journal, qui disaient mais c'est pas vrai, qui a laissé passer ça, comment s'est passé ce truc? Donc c'est pas seulement Twitter, vénère, je sais pas quoi. Les journalistes eux-mêmes étaient pas tout à fait fiers que ça se soit publié dans le même titre dans lequel eux essaient de publier des trucs sérieux et intéressants. Voilà. Enfin ça c'est ce que j'ai entendu. Source, t'inquiète frère. Plantu veut éviter tout malentendu, donc ça on l'a dit. Donc à mon avis, je pense pas qu'il y aura une pétition du SNJ pour soutenir Xavier Gors, je ne pense vraiment pas. Et Plantu de pourfendre l'esprit de l'époque, peu liberté d'expression friendly. On est dans une période de militantisme et d'aveuglement, une société qui s'indigne à tout va, qui n'est plus capable de comprendre l'humour, de tolérer un dessin, c'est une société qui va mal. Bon. Écoute. Mouais Diapart. Plantu s'éloigne du monde à une époque dans laquelle il ne se reconnaît pas, et face à un lectorat qui se reconnaît de moins en moins en lui. Ces dernières années, la publication de ses dessins a été émaillée de polémiques. En 2020, par exemple, il a été critiqué pour son dessin sur l'explosion qui a dévasté Beyrouth le 4 août. Sur le drapeau du Liban, en lieu et place du fameux cèdre, avait été dessiné un champignon nucléaire vert. Pas nécessairement nucléaire, hein, je pense que... c'est une explosion, quoi, mais verte, oui, c'est vrai. Outre les incompréhensions fréquentes que les lecteurs expriment sans retenue sur Twitter, son traitement des Gilets jaunes, au moins au début du mouvement, et de la grève contre la réforme des retraites a été perçu comme hostile aux mouvements sociaux, sans doute à ses yeux de l'indignation à tout va. Voilà, bon bah voilà, on a bouclé le programme d'aujourd'hui. Si ça c'est bien une explosion nucléaire? Non mais j'en sais rien moi, vous me dites, hein. Je suis pas spécialiste en explosion. D'accord, et c'est quoi la diff entre un champignon nucléaire et une explosion pas nucléaire? Enfin débarrassé de Plantu. Toute grosse explosion fait un champignon. Bah moi c'est ce qui me semblait aussi. Plantu explosion. La forme, oui très bien. La puissance, oui d'accord, mais là on voit pas la puissance. T'as jamais vu un obus éclater? Une caricature ne peut que difficilement plaire à tout le monde, il y aura toujours des gens offensés. Merci pour cette précision. C'est une explosion qui a eu lieu au-dessus du sol. Quoi? Le vert de l'uranium? Non, le vert c'est censé être le vert du cèdre sur le drapeau du Liban. Bon, c'est pas très grave, hein. Enfin bon, dans l'article ils ont dit que c'était nucléaire, mais ça change pas grand-chose. Ça change pas grand... On s'en fout un peu même, j'ai envie de dire. On s'en fout. Viens, on s'en fout. Viens, on dit qu'on s'en fout. Bon, bah tout ça, c'était très bien. Il est 16h. Mais il est 16h! Attendez, il est 16h, là? Mais on a complètement le temps pour un bourdin malin. Mais je croyais qu'il était 17h, moi. Je suis complètement aux fraises. Eh mais bourdin malin alors, Frédéric Vidal, on va pouvoir continuer à parler des étudiants. C'est très bien. Très bien, bon bah écoutez, petite pause pissou en ce qui me concerne, et on enchaîne sur bourdin malin. Voilà, je vous mets en attente 2 secondes. Bah très bien, tout va bien. Ah, faut que je modifie le titre du stream, et je vous mets en attente 2 secondes. Enfin 2 secondes, le temps d'aller pisser. Oh mais ça va, on a le temps. On a complètement le temps. Bourdin malin, Frédéric Vidal. Ça va être laborieux, hein.
Ça va être super laborieux. Alors Frédérique Vidal, c'est la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, et donc c'est elle qui est un peu responsable des étudiants, hein, théoriquement. Donc hop, je vais vous laisser sur l'écran d'attente peut-être, le temps que j'aille. Voilà, j'ai mis le titre à jour, ça c'est bon. Et je mets la zik à fond, tempo d'acier, volume à fond, comme on dit, hein, les vrais savent. Et on se retrouve dans 3 minutes, peut-être bouffer un petit goûter aussi, on verra.